L'affaire Péchinet, le projecteur sur les deux Français mis en cause dans l'affaire. A2 explique le cas Max Terret et le cas Patrice Pelat. Invité du journal Pierre Jox, il répond toujours à propos de cette affaire à la polémique entre le journal Le Monde et l'Élysée. Hommage à Salvador Dali en fin de journal avec une question: comment sera réglé le difficile héritage du génie surréaliste? 9 noms pour le CSA, ils sont maintenant tous connus, il y a beaucoup de surprises. Le président, ce sera Jacques Boutet. Et puis en direct sur Antenne 2 dans ce journal, la place de la Concorde dévoile ses formes et met à jour ses statues, restaurées depuis 2 ans. Bonsoir, et tout d'abord l'affaire Péchinet qui chaque jour prend un peu plus d'ampleur. Ce soir, Antenne 2 braque le projecteur sur 2 personnages clés de cette affaire, les 2 Français mis en cause, Max Terret d'une part et Patrice Pelat, l'ami du président, de l'autre. Et puis troisième élément, Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, répondra dans quelques instants à propos de cette polémique entre le journal Le Monde et l'Élysée. Mais, si vous le voulez bien, prenons les choses dans l'ordre. Ce soir, Véronique Auger a pu recueillir les éléments de défense de Max Terret. C'est l'un des personnages clés de l'affaire, je vous le disais. Ce serait, selon certains, l'un de ces fameux initiés qui aurait réalisé de gros bénéfices au moment du rachat de Triangle par Péchinet. Véronique Auger. C'est ici, à 2 pas de la Tour Eiffel, fort loin de la Bourse, que Max Terret a installé sa très discrète compagnie parisienne de placement. Une société financière spécialisée dans la gestion de fonds pour entreprises et riches particuliers. Aujourd'hui, Max Terret préfère se taire. Pas de déclaration officielle devant les caméras avant la sortie du rapport de la COB. D'abord, il est fatigué, il se relève à peine d'un infarctus et il a 76 ans. Ensuite, en privé, il affirme être totalement serein. Oui, il a acheté 32 300 actions de la société Triangle. Oui, il les a acquises 3 jours avant l'OPA de Péchinet sur le titre. Oui, il a fait du 500% en 3 jours, argent qu'il a déjà en poche d'ailleurs, mais dit-il, c'est grâce à son flair et au hasard. Et il argumente. Début octobre, il est à New York, il entend dire beaucoup de bien de Triangle, numéro 1 mondial de l'emballage. Le 17 octobre, il découvre 7 lettres confidentielles, les experts y affirment que Péchinet s'apprête à prendre une taille européenne. Le 27 octobre, les sociétés Metalbox et Carnot s'unissent, Triangle n'est plus le plus fort dans l'emballage. Pour Max Terret, ses propriétaires doivent le vendre ou le faire grossir. Dans les 2 cas, pense-t-il, le titre va grimper. Il ne passera ses ordres que 15 jours plus tard à cause de son infarctus. Dernier argument, 7 lettres. Son intermédiaire à Londres confirme qu'il a limité ses achats à 11 $ l'action. Si j'avais été initié, dit-il, j'aurais acheté à beaucoup plus cher, sachant que le titre allait grimper à 56 $. Enfin, Max Terret confirme, il a donné le tuyau à son ami Pelat vers le 11 novembre. Si Max Terret a du flair, ses affaires lui ont souvent procuré des soucis. Le fondateur de la FNAC n'a pas pu empêcher le naufrage du quotidien de gauche Le Matin de Paris. Son dernier achat, celui de Pathé Cinéma, est déjà fort critiqué. On l'accuse d'avoir servi de marchepied à 2 hommes d'affaires italiens, messieurs Paretti et Berlusconi. L'autre Français mis en cause dans cette affaire, c'est Roger Patrice Pelat, l'ami du président. A-t-il acheté 10 000 ou 50 000 actions? C'est toute la question. Le Monde, samedi dernier, le soupçonnait d'en avoir acheté 40 000 par une filière de banque suisse. Mais la banque en question dément. Françoise Joly. Il n'a rien changé à ses habitudes. Bonjour. Affaire ou pas, Roger Patrice Pelat semblait ce matin serein. Une sérénité peut-être renforcée par les doutes qui entourent les informations du journal Le Monde. Le quotidien affirmait samedi que Patrice Pelat aurait acquis non plus 10 000 mais 50 000 actions Triangle. Ces titres supplémentaires auraient été achetés de façon détournée à partir d'une banque suisse, la banque cantonale vaudoise. Mais aujourd'hui, celle-ci dément avoir effectué la moindre acquisition de l'action Triangle. Nous vous disons que nous n'avons traité aucune opération de bourse sur les actions Triangle pour qui que ce soit pour nous ou pour des tiers. Qui vous intéresse vraisemblablement, c'est-à-dire notamment l'affaire Pelat, là ça fait aucun doute alors que nous démontons... Vous ne connaissez pas M. Pelat? Il n'a pas de compte chez vous? Non. Roger Patrice Pelat a décidé, lui, de se taire en attendant les résultats de l'enquête de la COB, la Commission des opérations de bourse, mardi prochain. Oui, il reste que dans la journée, l'affaire a tourné à un affrontement direct entre d'une part le quotidien Le Monde et d'autre part l'Élysée qui dément à chaque fois ce qu'affirme Le Monde. Alors chronologie et résumé de cette polémique, Jean-Michel Mercurol.
Samedi 21 janvier, selon Le Monde, un document mettant en cause Roger Patrice Pelat pour l'achat de 40 000 actions Triangle supplémentaires est remis à François Mitterrand dès vendredi soir. Information ni confirmée ni démentie par l'Élysée qui garde un silence total tout le week-end. Lundi 23, coup sur coup, 2 événements. Un démenti catégorique de l'Élysée sur l'existence d'un rapport remis au président et réapparition soudaine, presque au même moment, de Patrice Pelat, resté introuvable jusqu'ici. Par contre, c'est que vous pensiez que je me cachais, je me cache pas, vous voyez, je viens, je me cache et je suis là, j'en ai tout mon travail. Voilà. Tout le monde s'étonne de votre silence. Mais écoutez, moi je vous dis, je laisse la commission de bourse faire son travail et après nous verrons. Le même soir, François Mitterrand s'affiche serein et souriant lors d'une représentation théâtrale au Bouffe du Nord. Étonnante mise en scène, commente aujourd'hui Le Monde, qui révèle que ces informations viennent d'un service officiel, les renseignements généraux. Le Monde maintient sa version, malgré un second démenti de l'Élysée cet après-midi. Nous maintenons ces informations. L'Élysée a démenti. 2 jours après que nous ayons publié notre article, l'Élysée continue de démentir. C'est une ligne, je pense que la présidence de la République s'est tracée, sur laquelle elle se maintient. De notre côté, nous maintenons nos informations. Le Monde qui s'interroge toujours ce soir sur les raisons qui ont conduit l'Élysée à adopter le scénario du démenti. Alors après ce nouvel échange entre Le Monde et l'Élysée, donc après cela, nous avons décidé d'inviter le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, qui est avec nous ce soir, pour répondre à des questions très précises, car il y en a. Alors Monsieur Joxe, y a-t-il eu, oui ou non, une note de vos services informant le président de la République sur l'affaire Péchinet? Non. Mais ce qui est sûr, c'est que vos services enquêtent bien sûr sur ces affaires tout de même. Non. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, des services de la police judiciaire seront chargés par la justice d'enquêter sur cette affaire. Si la commission des opérations de bourse en décide ainsi. Et pour le moment, ce qui est vrai, c'est que les renseignements généraux, mais vous-même, mais leur travail, écoutez, déjà le 14 janvier, le journal Le Quotidien mettait en cause M. Pelat, 40 000 actions de plus. Quelques jours plus tard, l'Express disait ou évoquait la même chose. Vous savez, il faut quand même admettre que c'est pas parce qu'une information n'est pas démentie qu'elle devient exacte. Monsieur le ministre. Encore une fois, vous avez parlé de polémique entre l'Élysée et le journal Le Monde. Il n'y a pas de polémique. Il y a peut-être une polémique du Monde, mais l'Élysée, des communiqués de 4 lignes, on ne peut pas être plus laconique, il n'y a pas de polémique. Monsieur le ministre, il y a sans doute une agitation autour de cette affaire qui est compréhensible parce que c'est une affaire grave. Et il y a la nécessité de la sérénité des organismes légaux qui sont chargés de dire le moment venu. Alors on va y revenir. Monsieur le ministre, vous avez des services qui sont très compétents en la matière. Vous avez une section financière, de plus en plus compétente. Économique, c'est normal. Ouais. Vous avez aussi ce qu'on appelle le groupe des enquêtes réservées qui fait aussi son travail. Bon, ces gens-là, eux aussi, sont sur le dossier. Eux aussi peuvent vous donner des informations. Mais les informations, ce serait parfaitement normal. Alors, bien sûr qu'ils me donnent des informations. Bien. Et vous les transmettez au président de la République? Écoutez, vous croyez qu'on passe son temps à transmettre au président de la République des choses qui sont dans les journaux? Oui, non, mais je parle de ces services qui, eux, ont des sources. Mais les services de police, je vous répète, oui. Je vais faire comme la présidence de la République, je vous répète que les services de police actuellement n'enquêtent pas sur cette affaire, ils n'en ont pas le droit. En France, c'est la commission des opérations de bourse qu'on est chargé. Et une fois pour toutes, laissez-moi vous dire que on va parler de démenti en démenti. Il suffit simplement de laisser fonctionner ceux qui ont la charge de faire cela. Alors revenons à la polémique, aux affirmations du Monde, disons. Oui. Hein? Bien, est-ce que, à votre avis, le Monde ment, le Monde invente, ou bien le Monde est mal informé? Je m'interroge. Pourquoi? Qui peut imaginer qu'un rapport, d'ailleurs on ne dit plus rapport, j'ai remarqué que... Disons une note. Une note. Bon, les mots n'ont pas une importance extrême. On va faire des notes sur des choses qu'on trouve déjà dans les journaux. Monsieur... Alors, non mais écoutez, moi je ne suis pas là pour juger les journaux. Je vous ai montré que cette information apparaissait dans différents journaux auparavant. Je vous répète qu'actuellement, on met en avant, vous l'avez dit, j'ai noté ce que vous avez dit, les 2 Français. Et uniquement les 2 Français. De fait, ils se sont expliqués d'eux-mêmes. Peut-être pas assez, peut-être qu'ils le font davantage. La commission des opérations de bourse est là pour ça, ni vous, ni moi. Ils ont le droit au respect de leur
personnalités, tant qu'ils ne sont pas accusés, ils ne sont pas accusés. Tant qu'ils ne sont pas condamnés, on n'a pas le droit de les juger. Et pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a une agitation malsaine, et que je comprends que des journalistes aient envie d'en savoir plus. La vérité, c'est que pour le moment, on ne peut pas en savoir plus. Mais on peut avoir votre sentiment, par exemple. Est-ce que vous pensez... je n'ai pas le droit de donner mon sentiment. Non, pas sur l'affaire. Je ne suis pas chargé... Non, pas sur l'affaire elle-même, monsieur le ministre. Mais est-ce que, justement, vous dites on met en avant certaines personnes, etc. Vous avez le sentiment qu'il y a une manipulation? J'ai le sentiment que, actuellement, tout est focalisé sur 2 personnes, 2 Français, uniquement elles, et que sans doute la suite de l'enquête donnera une vision complète de l'affaire. À ce moment-là, j'aurai un sentiment. J'aurai un sentiment lorsque l'enquête aura abouti. Monsieur le ministre, vous allez certainement dire que je suis terriblement têtu. Moi aussi. Bon, alors, continuons. On va s'entendre. Voilà, je voulais simplement vous demander, vous nous dites donc ce soir qu'aucun de vos services ne possède d'informations concernant M. Pelat et ce rachat de 40 000 actions qu'on n'aurait pas vraiment vues. Aucun de mes services n'a d'autres informations que celles que chacun, hélas, actuellement, peut entendre bruire dans tous les sens. Les informations les plus contradictoires circulent. Le même quotidien de Paris, qui disait le 14, M. Pelat est mis en cause pour encore 40 000 titres, le même journal publie, c'est aujourd'hui d'ailleurs, le 24, eh bien non, il faut être prudent. S'il vous plaît, vous êtes journaliste, vous d'ailleurs jusqu'à présent vous avez tenu une attitude que je crois juste. Cette enquête est en cours. En revanche, son exploitation politique, alors elle a bien commencé. Je ne parle pas de vous. Je regarde à tous ces gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, vous vous rappelez l'affaire des privatisations. On m'a reproché d'en avoir parlé un peu vivement à l'époque, parce que c'était des milliards qui étaient en cause par des gens qui étaient au pouvoir. Ce sont eux qui manipulent, Ministre des Finances, ministre du Budget. Aujourd'hui, regardez la presse internationale, tout le monde constate que le président de la République n'est pas en cause. Alors, dernière le question, Premier ministre, justement. le ministre des Finances ne sont pas en cause. Les Français ont le droit de savoir, et ils sauront bientôt, ce que la justice pense de cette affaire. Dernière question très vite. Est-ce que vous avez l'impression qu'on cherche à nuire au président de la République? Écoutez, ce que je sais, c'est que lorsque le chef de l'État, le président de la République, qui Dieu sait n'est pas un homme d'argent, voit son nom à la une d'un quotidien, disant « Oh là là, son ami », comme s'il n'avait qu'un ami, un ami qui a dû lui causer bien du chagrin, je l'ai déjà dit, en se mettant dans une situation pareille. Ça ne profite pas au président de la République, ça ne profite pas à la France. Pourquoi? Parce qu'on jette la suspicion sur une affaire d'argent où le président de la République n'a rien à voir. Ce que l'opinion internationale sait très bien. Attendez quelques jours, et je pense qu'il y aura un certain nombre de surprises, surtout pour ceux qui se sont engagés trop vite, ce qui n'est pas votre cas, je le reconnais bien volontiers. Merci Pierre Jox. Et j'ajoute la réaction de votre prédécesseur, Charles Pasqua, qui vient au secours du président, effectivement. À Dunkerque, tout à l'heure, M. Pasqua en effet dit qu'il serait malvenu de reprocher au chef de l'État les actes qu'auraient pu faire ses amis de longue date. Autre réaction, nous allons l'écouter, celle de Raymond Barre. Il attend lui aussi les résultats de l'enquête de la COB, estimant que jusqu'à présent, il n'y avait pas de preuves. Je souhaite donc que la lumière soit faite et en fonction des conclusions de l'enquête de la COB, s'il y a délit, que la justice passe. Mais pour le reste, je me garderai de me mêler à cet ensemble de comportements et d'attitudes où les uns accusent les autres, souvent sans preuve. C'est ce qui me frappe. Beaucoup de rumeurs, beaucoup d'insinuations, et jusqu'ici, pas de preuves. Du moins, jusqu'à ce que les instances spécialisées se soient prononcées. Alors je crois qu'il vaut mieux dans cette affaire montrer une certaine réserve. Je m'exprimerai lorsque tout sera clair. Voilà, sur cette affaire donc Péchinet. Le reste de l'actualité, d'abord cette information dont je viens de prendre connaissance à l'instant. François Mitterrand, le président de la République, assistera aux obsèques de l'empereur du Japon. Le président Mitterrand a annoncé donc qu'il se rendrait à Tokyo le 24 février prochain pour assister à ces obsèques. François Mitterrand et George Bush, 20 minutes de conversation au téléphone cet après-midi entre l'Élysée et la Maison-Blanche. C'est George Bush qui a appelé, c'était le premier contact entre les deux chefs d'État depuis l'installation du président Bush. On connaît maintenant les membres du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée et le président de la République ont présenté leur choix. 3 noms pour chacun. Le président du CSA, ce sera Jacques Boutet. Explication, Stéphane Magnier.
C'est donc celui qui fut le premier président de TF1 lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir, Jacques Boutec, qui va guider les premiers pas du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Il aura à ses côtés 3 journalistes, Roland Faure, l'actuel PDG de Radio France, Désild Gallard, l'ancienne productrice de Dim Dam Dom, et Geneviève Guichenet, notre consoeur de RTL. 2 producteurs de télévision, Bertrand Labrusse, l'ancien président de la SFP, lui aussi membre de la CNCL, et Igor Barrère, dont peu savent qu'il est également médecin. 2 universitaires, Francis Ball, auteur de nombreux livres, et Monique Auger-Lafont. Enfin, Robert Burnel, président de l'Union nationale des associations familiales, complète la liste. Tâche difficile, il faudra éviter les pièges qui ont ébranlé la crédibilité de l'ex-CNCL, mais le CSA aura 2 atouts. On a privilégié la nomination de professionnels pour calmer le jeu, et puis les premiers dossiers à traiter, comme le satellite TDF1, sont moins brûlants que ceux d'il y a 2 ans. Michel Droit, disculpé pour l'une des accusations qui étaient portées contre lui. Le juge de Rennes a rendu un non-lieu à propos de l'inculpation de forfaiture, mais il n'y a rien de changé pour l'affaire de corruption passive dans laquelle Michel Droit est aussi impliqué. À l'étranger, l'affaire Van den Boynans. L'ancien Premier ministre belge a bien été enlevé, c'est maintenant la conviction du parquet de Bruxelles. Ce matin, la BSR, une mystérieuse organisation, avait envoyé par la poste une lettre de VDB et sa carte d'identité. Isabelle Bechler. Les enquêteurs belges ont désormais une certitude, ce sont bien ceux qui se cachent derrière l'appellation de Brigade socialiste révolutionnaire qui ont enlevé Paul Van den Boynans. Un courrier parvenu ce matin à la rédaction du quotidien Le Soir l'atteste. Il s'agit d'une déclaration composée aux lettres A7, annonçant que l'ancien Premier ministre est destiné à une espèce de procès populaire pour répondre de ses actes une fois que les 5 millions de francs de sa rançon auront été distribués aux pauvres. Seule preuve, sa carte d'identité authentique et 2 feuillets écrits de sa main. L'écriture a été reconnue par les familiers de l'homme d'État. Il y promet à ses ravisseurs de respecter ses engagements, de faciliter le paiement de la rançon tout en doutant que son fils, trop surveillé par la police, soit le meilleur intermédiaire possible. Ces documents, en revanche, n'apportent pas la preuve que Paul Van den Boynans, enlevé voilà 10 jours, soit toujours vivant. Le calme est revenu en Argentine. L'attaque menée par de présumés guérilleros d'extrême gauche contre une garnison. Cette attaque a pris fin en début d'après-midi. Les derniers assaillants se sont rendus. Il y a 30 morts et 50 blessés. Michel Monponté. Après 29 heures de combat, les tanks de l'armée régulière argentine entrent dans la caserne de la Tablada. La confusion est alors totale, de bout en bout. Des soldats paniqués vont même tirer sur d'autres soldats. Au dehors, la foule crie « Matalos, tuez-les ». 39 morts. À l'origine de cette attaque suicide, selon le gouvernement argentin, il s'agirait d'un groupuscule d'extrême gauche, voulant s'opposer à la préparation d'un putsch qui, selon eux, se tramait dans cette caserne. Difficile pourtant de croire l'extrême gauche argentine capable d'une telle action, alors que la dictature militaire l'a décimée de tous ses chefs. Dans 4 mois se tiendront les élections, avec un Raúl Alfonsín plus fragilisé que jamais, coincé entre une extrême gauche qui peut-être se réveille et une armée qui se veut toujours plus forte, mais cette volonté de puissance avait conduit l'Argentine à vivre durant 7 ans sous la dictature. D'autres informations internationales tout de suite, en bref, en images. En commençant par l'essayisme en Union soviétique. Emmanuel Vanier. Nouveau séisme ce matin en Arménie, intensité 6 degrés sur l'échelle de Mercalli qui en compte 12. Apparemment pas de victimes, la population avait été avertie à temps grâce aux sismographes mis en place par les scientifiques américains après le tremblement de terre du mois de décembre. Au Tadjikistan, on recherche toujours d'éventuels survivants. 3 villages ont été littéralement ensevelis sous 15 mètres de boue. Le dernier bilan fait état d'1 millier de morts. Exécution ce matin en Floride de Ted Bundy, condamné à la chaise électrique en 1978 pour le viol et le meurtre d'une fillette de 12 ans. Après 3 requêtes rejetées par la Cour suprême, Ted Bundy faisait une dernière tentative pour obtenir un nouveau sursis. Samedi dernier, il avouait plusieurs autres meurtres. Un dernier recours inutile, ce matin, Ted Bundy a été la 106e personne exécutée depuis le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis en 1976. Publication à Varsovie du rapport d'autopsie concernant le père Stefan Niedzelak, assassiné dans la nuit de vendredi à samedi. Selon ce rapport, la mort du prêtre est due à une fracture des vertèbres cervicales.
Une fracture provoquée par un coup très violent, porté par une personne particulièrement forte ou bien spécialement entraînée aux techniques de combat, précise le document. La thèse du crime crapuleux semble donc de moins en moins crédible. L'affaire de la petite Aurore. La justice en appel a décidé de confier cet enfant à son père, nous vous le disions hier. Aurore est cette petite fille de 4 ans déchirée entre sa famille d'accueil et son père, donc à qui la justice vient de la confier. Hier, après le jugement, nous avons fait entendre la détresse de la famille d'accueil qui a perdu. Ce soir, Anne Gainsburger a enquêté auprès du père et de son avocate. Lorsque nous l'avons rencontrée il y a 15 jours, Aurore dessinait des maisons. Elle, qui a eu 3 foyers en 4 ans d'existence. Hier, la justice a choisi de confier la fillette à son père. La famille d'accueil n'a pas obtenu le droit de visite qu'elle espérait. L'attitude de monsieur et madame Ebrard, telle qu'elle ressort du dossier, et notamment de la campagne qu'ils ont provoquée, a confirmé notre conviction et celle de la Cour qu'effectivement ils étaient tout à fait préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. C'est définitif. Je rappelle que la Cour d'appel est la juridiction du second degré et elle l'indique bien sûr dans son arrêt, c'est une décision en dernier ressort. La famille d'accueil a pourtant choisi de se tourner maintenant vers le tribunal de grande instance. Aurore, elle, ignore combien on se l'arrache. Ce matin, son père l'a accompagnée à l'école, comme d'habitude. Le rallye de Monte-Carlo maintenant, fin de la première partie du rallye. C'est l'Italien Biazzone qui est en tête sur une Lancia. Deuxième, une Lancia encore, mais c'est un Français qui la pilote, c'est Didier Auriol. Reportage, Thierry Blanco. Fini le suspense pour Didier Auriol. La déception du jour, 2 crevaisons, 3 minutes 35 de retard sur son coéquipier, le champion du monde Miki Biazzone. Auriol conserve tout de même la seconde place du classement général ce soir à Monaco. Menacé ici par Kankkunen, Didier Auriol n'a plus qu'un seul impératif, contrer la menace, Vatanen. Performance étonnante du Finlandais, une semaine de reconnaissance, soit 4 fois moins que les autres concurrents. Avec une voiture au stade de prototype, le Grand Harry est tout simplement fantastique. Non, c'est pas fantastique, mais pas trop mal pour un garçon vieux comme moi. La bonne opération pour Biazzone. Sauf incident mécanique, le pilote italien se dirige tranquillement vers une seconde victoire. Mais il reste encore 10 spéciales, 22 heures de course non-stop, dont la nuit du Turini et son lot de surprises. À la fin de ce journal, nous rendrons un hommage de nouveau à Salvador Dali, comme de très nombreux admirateurs qui ont commencé à défiler à Figueras. Et nous nous interrogerons aussi sur le problème difficile de la succession du peintre. Mais tout de suite, nous allons directement place de la Concorde à Paris. Vous le savez, si vous habitez Paris, ou même si vous êtes passé par là récemment, depuis 2 ans précisément, toutes les statues de la place étaient couvertes. On les restaurait. Et bien ce soir, ces statues sont dévoilées au public et pour les caméras d'Antenne 2 en direct. Alors Patrick Lecoq, vous êtes à la Concorde en ce moment même, Patrick, et c'est vrai que c'est un événement quasi historique. Oh, c'est un événement à la fois artistique et historique. Historique d'abord, puisque c'est exactement il y a 200 ans que le roi Louis XVI décidait la convocation des États généraux. Et vous savez comment cette convocation des États généraux et cette réunion s'est terminée. Elle s'est terminée, bien sûr, par la Révolution. Et puis donc, événement artistique également, puisque notre présence est motivée par des raisons esthétiques. Au cours de ces dernières années, vous le savez, on ne pouvait pratiquement plus voir les statues qui entourent la place de la Concorde. Elles étaient minées totalement par la pollution. Eh bien, ces statues qui avaient perdu une figure humaine, nous allons maintenant, et en 4 minutes, toutes les retrouver au fur et à mesure. Il y a 8 statues disposées aux 4 angles de cette place de la Concorde. Alors, pour cet événement historique et artistique, eh bien, le maire de Paris qui a décidé de placer cette cérémonie comme point de départ des cérémonies commémorant le bicentenaire de la Révolution, a invité quelques maires, les 8 maires des 8 cités représentées. Certains sont là, Monsieur Mauroy, le maire de Lille, les maires bretons font présence, et nous découvrons bien sûr ces 8 statues, avec d'abord Nantes et Brest. D'abord la statue de Nantes, celle de Brest, Nantes assise bien sûr sur un navire, tandis que la statue de Brest repose sur une pièce de canon et tient dans sa main un gouvernail. Des statues qui ont été refaites entièrement en moins de 18 mois pour être précis, et que les Parisiens et tous les touristes pourront découvrir cette nuit et surtout à partir de demain au grand jour. Un spectacle qui était prévu et préparé avec de la pyrotechnie, feu d'artifice au pied de chaque statue et avec l'ensemble des cuivres de Guy Touvron.
Les statues actuellement sont recouvertes, certaines d'entre elles encore, de drapeaux tricolores, et ce sont des ballons tenus par des poulpeaux de Paris qui, de 45 secondes en 45 secondes, vont enlever ces drapeaux tricolores qui ont été placés et nous montrer le résultat de 2 ans de restauration, une restauration qui a coûté fort cher, mais qui rendra à cette place de la Concorde, qui a porté bien des noms, vous le savez, dans l'histoire de France, place Louis XV, ensuite place Louis XVI, puis place de la Révolution, bien sûr, pour s'appeler à nouveau place Louis XV, pour redevenir en 1928 place Louis XVI et en 1830 place de la Concorde, un nom qu'elle n'a pas perdu depuis. Après Nantes et Brest, nous avons découvert Bordeaux et Rouen. Alors je ne cacherai rien en vous disant que la statue de Bordeaux tient bien sûr une corde d'abondance, un écusson, et que de la vigne grimpe tout au long de cette statue sur le dos. Patrick Lecoq. Oui, oui, tout à fait. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde sur la place de la Concorde. Qui a l'air superbe, on est un peu dans le noir là, effectivement. Ah, mais la place de la Concorde a été plongée dans le noir et chacune des statues est éclairée au fur et à mesure, d'abord par des projecteurs et ensuite par un spectacle pyrotechnique, avant que l'ensemble de la place de la Concorde ne soit éclairé et qu'un feu d'artifice ne soit tiré. C'est une cérémonie d'ailleurs qui sera assez brève, une quinzaine de minutes. Nous n'en suivrons, nous, qu'environ 3 minutes 30 à 4 minutes, le temps de voir les 8 statues qui représentent les 8 grandes villes de France qui sont représentées sur cette place de la Concorde et qui font d'ailleurs le tour de France. Nous partons de Lille, si vous voulez, nous allons vers Strasbourg, nous descendons vers Lyon, ensuite Marseille, nous retrouvons Bordeaux, nous montons vers Nantes et Brest, et puis une grande ville, non pas de l'extérieur mais presque de l'intérieur, la ville des négociants, la ville des marchands, c'est Rouen. Et d'ailleurs cette statue de la ville de Rouen porte le caducée, qui n'est pas le caducée des médecins, mais le caducée représentant Hermès, qui, vous le savez bien sûr Hervé, était le dieu des voyageurs et le dieu des commerçants. Bien sûr, mais Patrick, vous savez que vous avez appris quelque chose, je suis sûr, à des milliers de Parisiens et des millions de Parisiens, parce qu'on ne savait pas que ces statues finalement étaient consacrées chacune à une ville. Si, elles étaient consacrées à une ville et c'était le symbole finalement de l'unité nationale. Vous savez qu'avant la Révolution, on ne parlait pas de nation, il y avait la France, le royaume de France, et le symbole de nation est né au moment de la Révolution. Mais je voudrais vous poser une question, puisque vous m'avez vous-même posé une question. Est-ce que vous savez qui a été le modèle de la ville de Strasbourg pour un sculpteur extrêmement célèbre, puisque c'était Pradier? Écoutez, évidemment, c'est une question piège, je suis incapable de vous répondre, mon pauvre Patrick. Oh, c'est une personnalité très très connue, je vais vous le dire, c'est Juliette Drouet. Ah, effectivement. Alors je ne sais pas si vous pourrez revenir en 4e semaine. Mais en tous les cas, le spectacle ce soir était superbe. Et maintenant, c'est l'ensemble de la place de la Concorde qui va s'illuminer avec les 8 statues représentant ces 8 grandes capitales régionales. Eh bien, merci Patrick, c'est là-dessus que nous allons vous quitter. Tous les Parisiens peuvent assister à ce spectacle en ce moment. Merci Patrick Lecoq de nous avoir fait suivre ce spectacle. Et maintenant, nous allons à Figueras en Espagne. C'est là où repose un autre géant de la culture. C'est Salvador Dalí, qui est mort hier, vous le savez, à 84 ans. Des dizaines d'admirateurs ont déjà défilé aujourd'hui devant le cercueil du plus célèbre surréaliste, Gérard Dalmaz. Enveloppé de soie blanche, visage apaisé, le divin semble dormir. Le marquis de Dalí et Pouvol n'est plus de ce monde, mais le monde vient à lui depuis ce matin 6 h et jusqu'à demain 15 h, en la chapelle ardente installée au musée Fondation Dalí, en plein Figueras. Devant le maître de Cadaqués, embaumé, presque embelli, passent des milliers de personnes de toute l'Espagne et du reste de l'Europe, avec, et les registres de signatures en témoignent, beaucoup de Français curieux ou émus. Nous avons la chance d'être à Perpignan, donc c'est assez facile. Il faut une demi-heure pour venir. Oui, une demi-heure. D'ailleurs, on a été surpris, on pensait qu'il y aurait beaucoup plus de monde ce matin. On pensait faire une queue et puis les gens viendront après. Vous venez loin, mesdames? De l'Alsace. Bon, je ne l'aimais pas tellement au début, je le trouvais un peu loufoque. Mais une fois que j'ai vu le musée, j'ai apprécié son génie. Au fil des heures, le nombre des visiteurs ne cesse d'augmenter. C'est l'affluence vers la petite ville de Catalogne. Parfois, les familles apportent avec elles la corbeille ou la couronne de l'hommage. Dès demain, 18 h, après la messe, Salvador Dalí rejoindra sa tombe dans son musée. Là, il pourra à jamais voir les étoiles à travers sa chère coupole de verre, le nombril du monde, disait-il. Et comme pour tous les artistes de cette envergure, le problème de la succession de Dalí va se poser. Elle a déjà été compliquée. Pour Picasso, par exemple, vous en souvenez. Mais pour Dalí, elle le sera plus encore, vraisemblablement. Dalí n'avait pas d'héritier direct, il laisse une œuvre immense, mais aussi toute une série de faux tableaux. Les experts, les avocats, les hommes de l'art et les hommes de loi travaillent déjà. Georges Bégou.
Ce tableau, La bataille de Tétouan, dernière œuvre de Dali en vente publique à Sotheby, a atteint en 1987 13 millions de francs. On peut comprendre que si l'héritage du peintre se compose de 200 ou 300 toiles de cette valeur, une autre bataille s'engage, celle des héritiers. Malgré le secret qui ne se dissipera que dans 15 jours à l'ouverture du testament et des tiroirs, on peut compter comme légataires possibles la sœur de Dali, le musée de Figueras, le gouvernement de Catalogne et le gouvernement espagnol. Parce qu'il a dit qu'il donnait tout à l'Espagne depuis très longtemps, mais enfin ça n'avait jamais été défini d'une façon bureaucratique, et ça c'est très propre de Dali. Et les autorités comprennent parfaitement ce que représente l'héritage de Dali, son patrimoine pour la culture du pays. Alors, diviser, je dirais, j'emploierais couper en rondelles l'œuvre de Dali, ce serait maladroit, alors que si elle peut garder son centre opérationnel à Figueras, ce sera la volonté, exécuter exactement la volonté de Dali. Le testament sera-t-il aussi surréaliste que ses toiles? Des surprises sont attendues. Un de ses serviteurs pourrait être comblé, mais sa sœur risque d'être déshéritée. La succession Picasso semble à côté de celle-ci un héritage sans histoire. Nous ne sommes pas là devant un problème aussi simple qu'avec le problème Picasso, parce que qu'est-ce qui est de Dali et qu'est-ce qui n'est pas de Dali? Vous savez qu'il y a d'une part une masse d'œuvres gravées particulièrement, dont on ne sait pas très bien, disent les spécialistes, je ne veux pas m'avancer moi-même, mais enfin, à entendre les spécialistes, il semblerait qu'il y a d'une part des œuvres qui sont authentiquement de Dali, d'autres qui sont peut-être des reproductions de Dali. Dans son mausolée, le divin Dali doit sourire. Une dernière fois, il crée un mystère dont le monde entier, sans pouvoir s'empêcher d'en parler, attend la révélation. Fin de cette édition. Tout de suite la météo avec Sophie Davant qui est plutôt optimiste, vous allez le voir. La dernière édition ce sera vers 23h30 avec Henri Sagnier bien sûr. À demain, 20h.